La question des clichés, des idées reçues, des a priori et autres joyeusetés en ce qui concerne nos chères japonaiseries, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé plusieurs fois sur votre chaîne préférée. On pourrait donc croire qu'aujourd'hui j'aurais d'autres chats à fouetter. Mais c'est sans compter ma quête bien connue du buzz incendiaire et de la YouTube money. L'autre jour, tandis que je faisais sécher la carcasse d'un rat au soleil, je me faisais la réflexion suivante. Et si les idées biaisées concernant les mangas que se font les profanes, à savoir, au choix, les mangas sont violents, les mangas ce n'est pas du dessin, les mangas ce n'est pas de l'art, les mangas ce n'est pas de la lecture, etc. Si ces idées, disais-je, n'étaient pas, pour le dire grossièrement, de la faute des profanes, mais qu'elle résultait de l'image qu'on peut avoir des mangas quand on n'y connaît rien et qu'on est confronté à la surreprésentation et à l'omniprésence d'un certain type de manga au rayon consacré. Lorsqu'il s'agit d'aborder les mangas en tant que forme d'art et qu'on a l'outrecuidance de dire qu'ils peuvent nous apporter autant qu'une œuvre littéraire dite classique, il n'est pas rare de se faire virtuellement rosser. C'est de la merde! Alors qu'il semble acceptable de parler de mangas entre passionnés joufflus et barbus qui habitent dans le grenier de leur mémé... Quoi ? Tout devient beaucoup plus problématique quand on tente de montrer et d'expliquer sur la place publique que les mangas ce n'est pas seulement Naruto ou Dragon Ball. Attention, je n'ai rien contre ces mangas, pas la peine de me sauter à la gorge dans les commentaires. Je prends juste deux exemples qui sont susceptibles de parler au plus grand nombre. Autrement dit, j'aurais pu dire la BD franco-belge, ça ne se résume pas à Astérix et à Gaston Lagaffe. Pour les fils et filles spirituels de Zemmour et Ségolène, prétendre que les mangas peuvent être mis au même niveau que des créations qui ont acquis leur lettre de noblesse au fil des décennies et même des siècles, c'est une hérésie. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Personnellement, cette idée de comparaison m'interpelle. Pourquoi faudrait-il qu'une création soit systématiquement comparée à une autre pour juger de sa valeur, toute subjective soit-elle? Est-il, en l'occurrence, pertinent de comparer ce qu'apporte un roman ou un essai, c'est-à-dire du texte seul, à une œuvre qui, elle, va s'appuyer en grande partie sur des éléments purement visuels, à savoir le découpage, le dynamisme, la mise en page, la perspective, et on en passe? Bon, arrête de nous gonfler avec ta sous-culture de Shintok, ton manga est nul comparé à cet essai philosophique du XIVe siècle écrit par un moine tibétain au fin fond de sa grotte. Peut-être faudrait-il comparer ce qui est comparable. Deux tableaux, deux romans, deux nouvelles, deux mangas. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de comparer un film et une sculpture pour déprécier l'un au profit de l'autre? Certes, les mangas sont des livres, ils prêtent donc le flanc à la comparaison facile avec d'autres livres, mais ça ne rend pas pour autant cette comparaison plus pertinente, en tout cas à mon avis. Il peut être tout autant intéressant de lire Les Montagnes Hallucinées de Lovecraft que son adaptation en manga par Gutanabe. On ne les lit pas pour les mêmes raisons. Lire l'un ne va pas nous empêcher de lire l'autre. Et même, je sais, ça va en choquer plus d'un, mais découvrir le manga peut nous inciter par la suite à aller découvrir les œuvres originelles. Autrement dit, ils peuvent servir de porte d'entrée, rendre un auteur, un médium, moins hermétique, moins repoussant et moins effrayant. Et ça marche aussi dans l'autre sens. J'avais lu l'adaptation en manga de La Métamorphose de Kafka. J'avais déjà lu l'œuvre originelle, j'étais donc curieux de voir comment ça pouvait être adapté en BD. Eh bien j'avoue avoir été déçu et le manga m'a laissé de marbre, notamment à cause d'un humour que j'ai trouvé très malvenu. Ma déconvenue et ma déception face au manga n'ont fait que renforcer mon intérêt pour l'œuvre originelle. Mais j'ai une troisième anecdote bien précise sur le sujet. En 2018 sortait le livre Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture. C'était une collection de dessins qui imaginait ce que de célèbres peintures classiques auraient donné sous les pinceaux des mangaka. Au sein du livre, vous aviez donc non seulement les dessins dits manga, mais aussi les peintures originelles ainsi que des informations sur les peintures, les peintres, etc. Moi, ma pensée avait été, à l'époque,
l'époque, c'est super, ça peut être un moyen d'attirer des gens, à plus forte raison des jeunes, vers la peinture, leur faire découvrir ça en douceur au travers d'un médium qui leur parle. Mais bien évidemment, ça n'a pas raté, de l'autre côté, on a eu des Jackie et des Jean-Charles qui se sont offusqués sur les réseaux sociaux. Comment osait-on dégrader de telles peintures en les faisant passer par ce prisme japonisant immonde ? On a donc l'impression qu'il faudrait que tout rentre dans des cases, avec d'un côté les œuvres et l'art avec des majuscules, et de l'autre le reste, ce qui est fait pour être vendu, point barre. Mais, comme je le disais en introduction, je ne suis pas là aujourd'hui pour défendre la boutique, mais plutôt pour comprendre d'où peut venir cette vision de tunnel, et peut-être même me faire l'avocat du diable. Ayant vécu hors de France pendant presque 15 ans, ça me donne peut-être une perspective intéressante sur la question de la perception des mangas. En effet, moi-même, j'ai donc fait grandir ma collection au travers d'achats sur internet, aussi bien sur le marché du neuf que de l'occasion. Ce que j'achetais et ce que je lisais découlait principalement de ma propre curiosité, avec une influence finalement assez faible des réseaux sociaux et autres sites type Manga News ou Manga Sanctuary. Et il pouvait arriver, même si c'était rare, de me voir recommander un manga au travers d'une vidéo d'un collègue sur YouTube. Mais pour ce qui était du rôle des libraires, Fnac et consorts, c'était donc hors de question pour moi d'un simple point de vue géographique. Ma culture manga, même si je n'aime pas ce terme, je l'ai donc faite presque tout seul dans mon coin. Depuis mon retour en France l'année dernière, et au cours de très rares visites en librairie, je me suis donc retrouvé au rayon manga, et force est de constater qu'il ne représente pas du tout ce que je lis, ni ce que je connais, ce qui est quand même paradoxal. Il y est en effet très courant de se retrouver alors devant un mur de manga shonen. Attention, je reprécise, ceci n'est en aucun cas une attaque, mais une simple constatation. Les shonen, ou en tout cas ce que l'on nous vend comme shonen en France, répondent à des codes bien précis et identifiables, comme les autres cibles éditoriales d'ailleurs. Il y a bien sûr des exceptions et des titres qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais aussi bien sur le plan visuel que scénaristique, on tourne malgré tout avec une poignée d'éléments récurrents. Et quelque part, c'est normal. Ces titres sont prépubliés au Japon dans des magazines qui visent un lectorat bien défini et spécifique. Difficile donc de leur reprocher, une fois importés chez nous, qu'ils ont de nombreux points communs et finalement se ressemblent beaucoup, ou en tout cas vus de loin. Et c'est bien là un des problèmes. Mettez-vous dans la peau d'un parent, d'un grand-parent, ou même tout simplement dans celle d'un profane lambda qui va passer devant le rayon manga chez Cultura, à la Fnac et même, soyons fous, chez Carrefour. Que va-t-il voir? Va-t-il voir quelque chose d'hétérogène, de varié, de disparate? Ou alors un mur de livres homogène qui va renvoyer l'image d'un médium uniforme où tout se ressemble? Faites l'expérience, moi je l'ai faite et c'est assez impressionnant quand on arrive à prendre un peu de recul. On peut comprendre d'où vient cette vision très mal renseignée de l'univers manga. Je pense que tout le monde aura compris, mais c'est un peu comme si on se rendait au rayon DVD et qu'on n'y trouvait que les films Marvel. Ils ont beaucoup de succès, ils sont très populaires, mais en aucun cas ils ne représentent le cinéma dans son ensemble. Et là où on pourrait discuter de la valeur artistique ou de la contribution des films Marvel à l'univers du cinéma, il semble peu crédible que quiconque s'en servirait comme exemple pour dénigrer l'ensemble des productions cinématographiques. Tout comme les films Marvel n'incarnent pas la richesse du cinéma, Naruto ne représente pas la variété qu'on peut trouver au sein des mangas. Le succès des mangas en France est une épée à double tranchant. Il fait connaître le manga à beaucoup, mais la question est quel type de manga? Le rouleau compresseur des shonen est le talon d'Achille de ce succès, car il est l'arbre qui cache la forêt. Il suffit de regarder les meilleures ventes trans en 2019, le constat est édifiant. Le shonen est presque unanimement représenté. Moi-même, j'ai commencé par les shonen à l'adolescence, et des séries comme Dragon Ball ou Kenshin le Vagabond resteront toujours les clés de voûte de ma passion pour cet art. Loin de moi l'idée donc de cracher sur cette cible éditoriale, et je ne compte plus le nombre de fois où j'ai relu ces séries. Cependant, je trouve pour le moins dommage que leur succès, paradoxalement, semble avoir un effet négatif sur l'ensemble du médium, et que par leur omniprésence sur le devant de la scène, ils portent préjudice à la perception que le grand public a de la BD japonaise. Mais la vraie question c'est
c'est « et vous » dans tout ça? Qu'en pensez-vous? Les éditeurs auraient-ils aussi une part de responsabilité dans cette affaire? Est-ce la loi implacable du marché? L'art et la consommation sont-ils incompatibles, antinomiques? Et pour chatouiller encore un peu plus, est-ce que les lecteurs eux-mêmes, parfois passionnés, ostentatoires, sympathiques mais un peu maladroits, jouent malgré eux un rôle dans cette dépréciation des mangas, leur donnant au regard des béotiens et autres philistins une aura de produits prêts à être consommés et rien de plus? Autant de questions auxquelles je n'ai pas les réponses, mais qu'il me semble intéressant de soulever au risque de m'attirer le courroux de ceux qui considèrent les perspectives divergentes comme des obstacles à abattre plutôt que comme la base d'une conversation civilisée.